Bon, alors, j'ai bien peur de devoir être essayé en tout cas du temps pendant mon anthropologue. On va commencer, même si on attend encore pas mal de monde qui vont rentrer. Quelques retardataires, je vais prendre un peu de temps pour présenter ce colloque et dire deux, trois choses vraiment formelles mais importantes. D'abord, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce troisième colloque Babylone, qui est consacré, comme vous le savez, c'est pourquoi probablement retenu destinée sentimentale, l'amour en soi. Le précédent colloque Babel était consacré à l'adolescence entre les pages. Vous pouvez, j'en profite, pour ceux qui s'intéressent, acheter les actes à l'entrée. Il reste quelques livres qui reprennent les actes de ce colloque Babel sur l'adolescence, avec les interventions, entre autres, de Philippe Germain, de Catherine Chabert, de Juliette Esteva, de André Green, de Jean-Gilles Hubert, de Gérard Pirlot, de Jean-Louis, bref, c'est quand même du beau monde, Jean-Louis, Alexandro, François Sordo, bien sûr. Nous avons décidé, reculant devant un sacrifice, de vous offrir un ouvrage que vous avez à l'entrée, qui est un ouvrage qui s'appelle Tourment d'écrivain, Passion de lecteur. C'est un ouvrage qui recense une bonne quinzaine, si ce n'est une vingtaine, de conférences Babel qui ont lieu ici depuis une quinzaine d'années, une fois par mois, le soir, avec l'intervention de encore Schiller, Simon, Alejandro, beaucoup, moi-même. Bref, vous allez voir ce bouquin qui, dont la publication a été faite grâce à la collaboration du laboratoire Sanofi Aventis, que je remercie pour nous avoir offert ce bouquin, et que je remercie aussi pour sa participation au prêt, qui vous offre aussi un blog, ainsi d'autres. Merci à Sanofi, merci à Arsène Hamel qui est pas là, qui est le directeur marketing de Sanofi, qui, il me semble, ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu pour des raisons, bien sûr, financières. Deux, trois invitations à réfléchir sur des choses très importantes. Il n'y aura pas de pause pendant la matinée. Les toilettes sont au fond du couloir, là-bas. Et vous ne pourrez pas, malheureusement, essayer déjeuner ici, du cafétéria. Il va falloir, à la pause, sortir déjeuner dans les quelques restaurants qui sont autour. Et puis nous essayons de nous retrouver, si je ne m'abuse, à 14h. Peut-être que nous avons dépassé, on a une certaine marge de temps actuellement. En tout cas, il était prévu qu'on se retrouve ici à 14h, mais pour les déjeuners, vous ne pouvez pas manger là-haut. Voilà pour vos trois les annonces importantes. Alors, une encore plus importante, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce colloque est dédié à deux amoureuses de la littérature, de l'art, de la psychanalyse, deux amoureuses du cours, deux fées et deux muses de ce séminaire Babel depuis des années, qui vont quitter l'année dernière, Marc Coppel et Landine Folliot. Alors l'argument de ce colloque, je vais le faire très court pour laisser la place aux interventions. J'ai écrit un argument dans cette présentation. Bon. L'idée était la suivante, c'est que l'homme a beaucoup de particularités par rapport à l'animal. Il y en a une, moi, qui me semble assez essentielle, et le fait que l'homme est celui qui ne peut pas sortir de lui-même. Il ne peut absolument pas sortir de lui-même. Il est enfermé, il va falloir fermer l'espace. L'homme ne peut pas sortir de lui-même. Il est enfermé à l'intérieur de lui-même, et en particulier à l'intérieur d'un corps qu'il n'a pas forcément choisi, ce qui fait que l'homme n'a pas de possibilité de connaissance de l'autre qui ce n'est en soi. L'homme n'a pas de possibilité de connaissance de l'autre qui ce n'est en soi, et l'homme n'a pas de possibilité de conscience de l'autre qui ce n'est en soi, et bien sûr, l'homme ne peut pas aimer l'autre, si ce n'est en soi. C'est cette folie projective, cette folie privée, qui, à mon sens, est à l'origine du vertige des sens
lorsqu'il est touché par l'amour, et parfois, lorsque cet amour se transforme en passion, ce vertige d'essence peut se transformer en vertige d'essence. On sait, la clinique nous le montre, mais aussi la vie, il vaut mieux être, dans cette période, et quand ça dure, être aveugle, d'une certaine manière, pour éviter de trop comprendre ce qui se joue dans la relation amoureuse, ou alors penser que ça ne s'explique pas comme là, ou que surtout l'amour est en forme de haine et qu'il n'a pas que des devoirs et tout ce qu'il veut. Il nous semble, nous, que l'important, de toute façon, même si on ne veut pas avoir dans l'amour un élément essentiel qui est un symptôme, que je vais développer pour ma part, d'autres contraires, de toute façon, in fine, il faut accueillir l'amour et l'art relativement naïvement, et voir à quel point c'est beau, sans pouvoir se l'expliquer, puisque peut-être que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on aime, pas le fait d'aimer, ce qu'on aime dans quelqu'un. On n'est pas non plus totalement étranger à ce qu'on aime en soi, à ce qu'on a pu aimer antérieurement, même si la découverte de l'autre ne peut se faire que par l'intercession de ce qu'on a vécu comme même. L'important, c'est peut-être pas qui on aime, mais ce qu'on aime dans qui on aime. Voilà l'argument pour démarrer, les petits interrogatifs auxquels monsieur pourra discuter. Je vais intervenir pour ma part, je serai discuté par mon ami et collègue Émile Maury, qui est psychiatre psychanalyste et qui travaille à l'Institut mutualiste de Montpellier. Je vais intervenir donc sur le film Vertigo. Vertigo, c'est du cinéma, mais c'est aussi de la littérature. Vous savez peut-être que ce film est tiré d'un livre de Boileau et Marcel-Jacques, qui s'appelle D'entre les morts. Dans le titre de ce livre, il y a quelque chose que je vous invite déjà à méditer. C'est une chose, moi, qui m'interroge particulièrement. Je suis un amoureux de points de suspension. Dans le livre de Boileau et Marcel-Jacques, D'entre les morts, vous avez 3 petits points de suspension qui précèdent l'arrivée du titre D'entre les morts. Vous avez ça chez Alain René aussi avec Stanisky. Vous avez 3 petits points de suspension qui suivent le titre du film Stanisky. Ces petits points de suspension sont des petits points de suspension émotionnelle, affective. Vertigo, qui va venir de cette suspension d'entre les morts, et Stanisky, lui, va partir, suicidé ou pas, c'est la question. Ces petits points de suspension émotionnelle, vous les retrouvez bien sûr chez Céline, le maître en matière de prosodie affective, et vous les retrouvez chez mon Calibo, mon ami, mon maître, Georges Perec, qui lui les entourait de parenthèses pour pouvoir mieux les circonscrire. Ces petits points de suspension qui précèdent D'entre les morts, le livre de Boileau et Marcel-Jacques, d'où est tiré le film, sont à mon avis un élément clé pour comprendre ce qu'est le suspense, le il suspenso, le vertige de l'amour, le vertige d'enfance, le vertige de sens, le vertige du sens. J'ai pensé que certains n'avaient pas eu la chance de voir Vertigo, donc ils vont avoir la chance de pouvoir le voir, de le découvrir naïvement, le plus naïvement possible. Après, vous ferez comme Daniel et moi, c'est-à-dire vous le verrez 200, 300 fois, c'est moins naïf, parce que dans chaque scène, c'est bourré, absolument bourré de signifiants pour les Lacaniens, de métapsychologie pour les Freudiens, de poésie pour les autres, et bon, la vision, la lecture n'est bien sûr plus la même. Mais l'accueillir naïvement est important pour comprendre, je pense, que je vais essayer de développer, une option qui est bien, et j'ai pensé alors. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je vais les obliger à voir que les extraits, mais j'ai pensé pour les autres qu'il était important de se rafraîchir la mémoire en voyant un résumé assez rapide des éléments clés de ce film. Dominique. Alors, bien sûr, après cette projection, on mesure à quel point de s'affronter à ce film va être extrêmement difficile et on pourrait éventuellement arrêter là, mais on va quand même essayer. Ça me permet de remercier d'abord, avant de lancer, Dominique Poissy à la technique, celui qui a fait le montage de ce film, Julien Lanias, y compris, c'est ça la magie de Vertigo, le décalage que je viens de voir entre le son et l'image à la fin, c'est magnifique, absolument magnifique, qui permet des images fixes et un décalage entre l'arrivée de la mer supérieure et la mort, c'est absolument magnifique. Je remercie Jean-Philippe aussi Claude Corrier qui est ici, qui est mon secrétaire, notre fédératrice, et qui a dû travailler jour et nuit sur le texte que je vais confier, du fait
d'une grapomanie s'est aggravée avec Vertigo, au sens où les morceaux de mon texte revenaient au début après avoir été à la fin et inversement, infiniment en spirale, comme le film l'impose. Alors, je ne voudrais pas vous affliger en vous obligeant, je vais faire quand même à entendre comment j'ai vu le film, je l'ai vu. Je sais par expérience, et vous aussi, comme au sortir d'un cinéma entre amis, quand quelqu'un se croit obligé de donner sa vision, sa projection, c'est sûr. André Green, l'analyste et l'analysé du texte, celui qui s'affronte à un texte, évidemment, va dire beaucoup plus de lui-même que du texte. Mon commentaire de film, un film que vous avez sûrement vous-même beaucoup aimé, j'essaie de laisser la possibilité d'en placer une dans la discussion, bien sûr. Et c'est vrai pour tous les films, tous les livres, mais peut-être encore plus pour les films Hitchcock qui utilisent si bien l'espace fantasmatique du spectateur, c'est-à-dire qu'il laisse une place au spectateur pour porter ses fantasmes directs, et ça aussi merveilleusement bien en littérature. Ce sont des cinéastes ou des écrivains sympathiques, au sens où ils vous donnent cette place pour devenir vous-même cinéaste. Je ne veux pas non plus, bien sûr, vous afficher en vous laissant penser que l'art est l'amour, ou l'amour dans l'art se réduit à un symptôme tout poétique comme ici le vertige. Même si c'est vrai que dans certaines œuvres d'art et certaines histoires d'amour, elles sont pour l'essentiel des symptômes, des vertiges consentis plutôt qu'assentis. En tout cas, c'est ainsi que l'histoire nous révèle après le moment de l'émerveillement. Je ne voudrais pas vous endormir non plus par des constructions psychanalytiques. La tyrannie de la métapsychologie, ou encore pire, celle du signifiant, nous obligerait à penser dans des cadres très établis, jusqu'à ce que ce soit le concept qui nous pense et nous parle, nous empêchant de vivre le flux du désir. Je voudrais simplement apporter quelques éléments de réponse à quelques questions que le film s'est posé à moi. Vous savez aussi qu'à Babel, nous avons dépassé le sacro-saint tabou qui serait de ne pas parler d'une œuvre sans parler de son auteur. Nous ne faisons pas de pathobiographie, mais nous ne considérons pas qu'une œuvre soit indépendante de l'auteur et de la vie de cet auteur, évidemment. Donc je vais faire quelques apartés avec la vie de l'histoire. Une question que je me suis posée à la vision de ce film et à d'autres films, c'est comment le petit Alfred, orphelin très tôt de père, a vécu le veuvage de sa mère, qui était une grenouille d'amitié notoire, et à qui il a dû rendre compte de ses actes, et donc probablement en lui racontant beaucoup d'histoires, tous les soirs, que Dieu vit, jusqu'à la mort de cette mère, et tous les soirs avant de se coucher, il fallait qu'il rende compte de tous ses actes de la journée. Ça évoque, puisque nos amis colombiens et argentins sont là, ça évoque un autre grand, bien sûr, Borges, qui lui a passé toute sa vie, et sa mère est morte très tard, à 92 ans, raconter à sa mère tous ses actes et tous ses rêves. Les Sud-Américains sont toujours beaucoup plus loin que nous, tous ses rêves. Comment on est passé du petit collectionneur obsessionnel quand il était jeune, il collectionnait tous les indicateurs de chemin de fer de Londres et toutes les positions des bateaux anglais sur les cartes maritimes. Comment on est passé de ce petit collectionneur à ce que je considère comme être le cinéaste de la scène publique. Vous voyez déjà la géométrie du temps et de l'espace, le père et la mère, et comment ils se rencontrent, improbable, un bateau et un train. Je vous rappelle le film, bien sûr, l'amour de Proust, Marnie pour le bateau, l'amour de pour le film. C'est la même question, et c'est celle qui titille les séminaristes de Babel. Pourquoi tout acte créatif, ou toute théorie scientifique, toute la psychologie, sont-ils sous-tendus par les théories sexuelles infantiles, qui visent à nous donner des coordonnées spatio-temporelles, mais non pas, comme on dit trop rapidement, pour nous historiser, c'est-à-dire pour retrouver en analyse une vérité historique, la vérité de ce qui a eu lieu. Vous voyez, Vertigo vient dire le contraire, il n'y a pas de vérité historique, on ne la retrouve pas. Non, ces théories sexuelles infantiles nous permettent de nous historiciser, c'est-à-dire de nous raconter des histoires, de retrouver des vérités narratives. C'est bien ça le travail en psychiatrie, nous semble-t-il, essentiel, en particulier pour l'adolescence. Les théories sexuelles infantiles d'Alfred Hitchcock, je n'ai pas le temps de les développer, mais vous les trouvez déjà rapidement dans les 6 jolis titres qui prouvent à ces films. Fenêtre sur cour, Le faux coupable, Jeune et innocent, L'homme qui en savait trop, Vertigo, vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Comment on guérit avec l'art en faisant des films pour Alfred Hitchcock, ou comment, ce qu'il dit lui-même, ce qui est avéré, une sexualité célibataire abstentionniste, c'est son terme,
Proust disait qu'ils étaient valétudinaires, c'est-à-dire un nationaliste par pratique. Hitchcock, lui, il dit qu'il était un célibataire abstentionniste. Comment un célibataire abstentionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui contient ces pulsions dévorantes, leur réalité de Hitchcock, c'est quelque chose, 180 kilos à un certain moment, ces pulsions dévorantes meurtrières, et comment il les magnifie, ces pulsions dévorantes meurtrières, et non les sublime, on va développer cette idée, magnifier et pas sublimer. La sublimation est un concept métapsychologique là-dessus, beaucoup de fond en gagne ces derniers temps. Comment il les magnifie en couchant sur l'écran avec les plus belles femmes du monde, et je vous dis tout de suite, c'est un élément clé de ce qui peut être une démonstration, sous l'œil attentif, hors champ, de sa scripteuse, monteuse, scénariste, femme, la bien nommée Alma, qui parfois va entrer dans le champ de ces films. Comment, dans les films qu'on réalise pour se guérir aussi, Hitchcock bluffe tout le monde comme tous nos patients en analyse, avec la théorie du MacGuffin, c'est-à-dire qu'il va vous faire croire à une intrigue abracadabrantesque, c'est-à-dire un écran, un symptôme écran ou un rêve écran, et que pendant ce temps-là, il va vous faire passer en contrebande son histoire, l'histoire qu'il veut faire passer implicitement, tandis que l'explicite de l'intrigue n'a plus aucune espèce d'importance à la fin de tout ce film. Dans Vertigo, disons-le tout de suite, une phobie en cache une autre. La phobie spatiale, la phobie de l'auteur est bien sûr une phobie du temps, comme son impuissance sexuelle cache une volonté farouche de meurtre, le fantasme de meurtre qu'il va réaliser indirectement à la fin. L'un, bien sûr, contrôlant l'autre, l'impuissance sexuelle contrôlant ce fantasme de meurtre et de dévoration. Avant de dévoiler tout ça, il va falloir en passer par ce que Hitchcock va sans cesse nous mettre en avant des yeux, quasiment dans chaque scène, des symboles sexuels les plus gras, les plus lourds, les plus éhontés, les plus massifs, qui vont fixer notre passion de psychodétective et qui vont nous faire laisser passer cette histoire d'amour d'une infinie poésie pour un héros, pareil, qui a beaucoup de légèreté dans sa tête, une histoire d'une infinie légèreté poétique. Ainsi, pour moi, la logique à laquelle répond le film, ce qui fait avancer l'intrigue, n'est pas une logique consciente du détective ou déductive, c'est bien une logique inconsciente, qui est une logique de sensation, plus qu'une logique de sens, et que dans les films que vous venez de voir, essayez de vous concentrer sur le fait que ce qui fait avancer l'intrigue, c'est que c'est une image, avec le système de fond enchaîné, qui appelle une autre image, et pas du tout les dialogues, il n'y a quasiment pas de dialogue chez Hitchcock, il ne s'occupait pas des dialogues, il voulait un film muet, musical, coloré, musical, mais muet. Donc c'est une image qui appelle une image, et à l'intérieur de chaque image, je n'aurai pas le temps de le développer, c'est bien sûr la couleur qui appelle une autre couleur, la jaguar verte, le film Novak, le manteau vert, le film Novak, le néon vert de l'emprunt, le rouge du pont, le rose du soutien-gorge. Une couleur qui appelle une autre couleur est encore plus difficile, plus magnifique. C'est un rythme, un mouvement d'un personnage qui amène le rythme de l'autre personnage. C'est comme ça qu'avance l'intrigue. Je voudrais poser la question aussi de savoir comment, dans l'évolution de sa filmographie, Alfred Hitchcock, il filmait avec une très grande légèreté quelque chose qui a disparu, qui était le flirt, c'est-à-dire le frétillement du désir dans les 39 marches. Comment il a fini, 39 marches, c'est déjà innocent, comment il a fini avec le dernier film, Frenzy, Family Plot, à filmer sadiquement des scènes d'amour comme des scènes de meurtre, comme je disais plus tôt. Et surtout, quel rapport entretiennent l'amour et le meurtre avec le temps, autrement dit, pourquoi l'inceste est-il le meurtre du temps, et pourquoi l'oubli, c'est la bonne mort. Et puis, je dirais 2-3 choses sur le lien entre Hitchcock et Proust, ce n'est pas évident, mais pour moi, c'est évident. Pourquoi Vertigo va plus loin, comme Proust, avec la recherche de la pauvre psychologie appliquée à des états immobiles, qui nous entraîne dans un système plus vaste, où les âmes se meuvent dans le temps, comme les corps dans l'espace, et où la douleur va plus loin en psychologie que la psychologie. Quel autre espace, en effet, que le temps serait en mesure de convoquer avec la même force à la fois la réflexion et l'émotion. Le vertige de l'espace est donc un vertige du temps. Le vertige du temps, c'est bien sûr le vertige de l'inceste, le vertige de l'origine et de la fin. Et ce film, c'est pour ça que j'étais un peu long sur le générique, je vous ai passé tout le générique, parce que c'est le générique qui est le code de l'ensemble du film. Le film est la formidable projection spatiale du rapport amoureux traversé et structuré par le code de la spirale.
comme le monstre générique de Saül Bass. Une spirale faite de lignes frontières qui séparent le licite et l'illicite, le sacré du profane, mais avec cette forme particulière de la spirale qui fait qu'on peut cheminer dessus, passer d'un bord à l'autre sans s'en apercevoir, c'est-à-dire sans perversité consciente. Et c'est peut-être ça la poésie innocente. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur un symptôme qui est exploré dans le film et qui est celui du vertige. Vous avez vu que Scotty, ils ont tous des prénoms de petits garçons. Scotty, Hitch, bien sûr, Bernie, Bernard Herrmann, le musicien. 50% de la figo, bien sûr, la musique, Bernie, Hitch, Scotty, Mitch, ils ont tous des prénoms de petites filles, de petits garçons. Scotty donc a cessé de travailler après dans l'exercice de son métier de détective privé, celle qu'on n'a pas montré, tentant de capturer un voleur lors d'une course sur les toits, il fait assez tardivement, il a 50 ans, James Stewart, il ne va qu'à 25 ans, c'est important. Il fait connaissance assez tardivement avec sa phobie des hauteurs, l'acrophobie, ou plus précisément, de notre ça, toi-même, l'acrophobie, c'est une phobie des extrémités, pas une phobie des hauteurs. Donc il fait une rencontre capitale avec son symptôme, puisque c'est cette impuissance qui sera à l'origine de la chute mortelle du collègue, le policier statutaire en uniforme qui vient essayer de l'aider en lui tendant le bras. Je n'ai pas le temps de développer cette scène où un homme essaye de rattraper un autre homme, évidemment une scène sexuelle, et je vous rappelle toutes les scènes où un homme essaye de rattraper une autre femme, une petite fille. On le retrouve bien sûr avec l'exemple de la Marissa, qui passe 2 heures à essayer de se rattraper l'un l'autre, avec cette formidable scène à la fin où il reduplique la scène pour jouer, il monte dans la couchette, lui est dans la couchette, il sort de la couchette, il rentre de la couchette pour rattraper les 20 marissins et il rigole comme des petits enfants qui ont refait la scène. Et puis dans la main au collet, vous avez la petite fille, le chat qui essaye de rattraper en sabotage sa fille anniversaire, enfin, ça chute beaucoup. Mais dans Vertigo, il faut savoir que le père et le grand-père est le policier, et que ce policier qui tombe lorsqu'il essaye de rattraper, le père était un policier raté, le grand-père avait réussi, le grand-père paternel, le policier statutaire qui tombe pour essayer de rattraper son fils, lui fait rentrer dans la culpabilité par impuissance d'un fils au moment de la mort. S'ensuit une période de dépression pour ce détective. On lui dit quelque chose très rapidement dans le film, il dit « I wonder », c'est-à-dire qu'il réfléchit, qu'il médite, mais qu'il erre aussi. Et déjà, vous avez une géométrie du temps, une géométrie de l'espace et une psychologie du temps qui commence à s'amarturer l'un l'autre. C'est la première annonce du lien entre le temps et l'espace dans le symptôme. Quoi qu'il en soit, toute ascension lui est désormais interdite, il souffre de vertige, c'est-à-dire que lorsqu'il regarde en bas, il sent venir la menace, quasi extatique, vous avez vu, il jouit littéralement, comme la Saint Bernin à Rome, il jouit littéralement de son symptôme, donc il voit la menace quasi extatique de succomber à la tentation de tomber dans le gouffre. On doit le faire, et dans une première approximation, c'est ça le mal du film, il veut nous faire comprendre qu'il a un problème d'impuissance sexuelle et qu'il flanche, qu'il n'assure pas sa posture verticale, sa félicité. Et ce qui confirme très vite avec la scène que vous avez vue avec Mitch, la femme d'été, Barbara Belkis, qui est la future grand-mère de Dallas. Dans cette scène, vous avez vu, c'est trop rapide, mais lorsqu'il monte sur l'escabeau, il a en bas de lui des photos de femmes dénudées. Il fait un petit topo sur l'armature de soutien-gorge et la même armature des ponts, en particulier du pont San Francisco. Et quand il regarde en bas ces femmes dénudées qui commencent à avoir le vertige, et surtout par la fenêtre, il y a la fameuse Coit Tower de San Francisco. La Coit Tower, vous imaginez, c'est une réalité. Elle a été construite par une femme qui s'appelait Hitchcock. Elle-même, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et cette femme, comme les Américains seuls savent le faire nécessairement, a construit, a édifié cette tour dans San Francisco, qui fait tous les San Franciscains, parce qu'elle avait été sauvée par les pompiers et que cette Coit Tower devait avoir la forme de la rampe la lance. Voilà. Et évidemment, c'est un bluff.
Parce que ce qui est important dans cette scène, ça va un peu trop vite. Ce qui est important dans cette scène, c'est pas ça, ça c'est le MacGuffin, on croit que c'est un problème d'impuissance. Ce qui est important, c'est les liens entre eux, et elle nous fait passer en contrebande le fait que visiblement ils étaient financiers, il a rompu par impuissance, parce qu'il ne s'est rien passé, et elle a des mouvements vieux, de haut en bas et de droite à gauche, que Hitchcock a demandé de faire, on entend dans un documentaire documenté, qui sont évidemment les mêmes mouvements vieux de la femme du générique sur lequel on remercie. Donc ce vertige est d'importance puisque dans deux scènes clés, il rendra l'ascension par Jimmy Stewart à la poursuite de Kilnova, un escalier en colimaçon, une église extrêmement périlleuse. C'est pas la première fois chez Hitchcock l'ascension des escaliers est difficile. Il y a même un livre de 200 pages qui est consacré à cette question, l'ascension des escaliers chez Hitchcock. L'escalier, c'est bien sûr l'endroit privilégié où par essence rôdent le désir et l'angoisse, les pulsions et les émotions primaires, pour les plus sensibles, comme si ceci conduisait toujours directement le sujet à la chambre des parents. Vous vous rappelez du détective de Psycho, qui monte avec une infinie lenteur, baignée par le lamento de violon de Werner Herrmann, les escaliers qui vont vers Anthony Perkins, on croit, avant de le redescendre très vite cet escalier sous les coups de couteau de la fausse mère. Et bon, Anthony Perkins possédé par sa mère et qui ne va posséder par une aïeule, vous allez voir qu'il y a des liens entre psycho et vertigo. Il monte avec les laments de violon et puis il redescend avec les cisaillements de violon strident du même Herrmann, c'est les mêmes cisaillements que vous voyez dans la scène de la touche de ça. Vous vous rappelez de Cary Grant et son verre empoisonné de Joan Fontaine, qui monte doucement pour lui faire avaler ce verre blanc et une lumière à l'intérieur qui fait phosphorer ce verre pendant l'ascension. En soupçon, vous avez la même chose dans Les Enchaînés. Quand Claude Rains empoisonne Ingrid Bergman et qu'elle a ce vertige par empoisonnement, elle monte les escaliers avec lui et qu'elle redescend avec Cary Grant dessus. Vous avez, bon, on va pas développer, bref, Alfred Hitchcock et son compère Herrmann à la musique, lui à la photo, font ainsi le lien entre la montée de l'angoisse chez l'enfant et celle de l'excitation, due au rapprochement d'une possible union de la scène primitive. Et au-delà de la configuration musicienne de cette donnée, il y a bien sûr cette dimension quasi métaphysique, quasi politique, qui justifie notre titre, la mélancolie du fantastique, c'est que cette ascension amène au retour au lieu de l'origine, là où tout a commencé et tout fini. Et je viens de m'apercevoir en voyant le film un truc que je n'ai pas encore vu, lorsqu'elle lui dit dans la forêt de Mirouz, j'étais là à ce moment-là, tu ne peux pas, toi, en avoir le souvenir, tu n'en avais pas la conscience à ce moment-là, et on peut dire clairement que, en effet, dans la scène politique, nous sommes là en germe, mais pas en conscience, on ne peut pas en avoir le souvenir. Le vertige des espaces est donc un déplacement subtil d'un vertige plus profond, non pas tant, c'est le MacGuffin, celui des sens, dans l'amour sexuel quand on souille et sanctifie dans le même temps l'être aimé, mais bien un vertige du temps, et donc un vertige du sens. Les deux sont bien sûr confondus, surtout quand, pour le théâtre et pour l'autre, le choix préformé par la sexualité infantile de l'être aimé nous ramène invariablement à l'objet primaire, et que l'amour qui ose franchir la barrière générationnelle se colore d'inceste, tant il est vrai que les mères sont au-delà du temps et au-delà de l'espace, les mères sont le temps et l'espace. C'est Michel Schneider qui reprend Proust, qui avait dit aussi, les deux coordonnées pour l'enfant, le temps et l'espace, quand le lien précoce, c'est la mère qui le représente. Avec Pascal, le philosophe, on sait que le vide n'existe pas dans l'absolu. Et la question qu'on confond est celle de la pesanteur de l'air, c'est-à-dire de ce qui nous retient, de ce qui nous rattrape. Et dans les fantasmes de défenestration, ou même de défenestration des adolescents, il est très important de savoir, essayer de leur demander à un certain moment, par qui ils espéraient être rattrapés, ou dans la fugue aussi, vers qui ils tombaient. Alors, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est la mère, pour un enfant aventureux innocent qu'on attend? Pour Hitchcock, quand le père meurt, comme ce fut le cas, la chute dans l'orbite maternelle, le corps maternel, l'inconscient maternel, n'est pas loin. Et se joue alors pour lui, et pour le héros du film, des parties entre le corps et l'esprit, entre l'espace et le temps, et plus profondément entre l'espace et le corps maternel, et le temps de la vie du petit homme, lorsqu'il est prisonnier ou aspiré par ce corps maternel. Alors, l'aspiration par le corps maternel, vous avez vu qu'elle se fait progressivement, amoureusement, si je puis dire, dans les vidéos. Il y a d'abord une très belle scène de séduction, que vous n'avez pas vue ici, qui est la scène de filature, où
Jimmy Stewart pense qu'il est en train de filer, de suivre Phil Novak alors que c'est elle qui le conduit. Dans cette scène de filature dans la ville de San Francisco, il déambule sur le corps maternel. Elle lui fait visiter, elle lui fait saisir et il est fasciné, enchanté, amusé, perplexe. La ville de San Francisco, si bien vallonnée, comme la Jaguar verte et comme Phil Novak, qui n'est pas une héroïne hitchcockienne, qui est beaucoup plus pulsatile, pulpeuse que toutes les blondes hitchcockiennes. Et donc elle le conduit en dessinant d'envoûtantes spirales, et plus ni moins pour moi que le topos mélancolique. Je n'ai pas le temps de développer cette idée, mais le topos mélancolique, c'est ce que Debord, les situalistes chronistes, avaient développé sur la question de la dérive. C'est la question de la psychogéographie, de ceux qui errent dans les villes et qui errent aussi en même temps dans le temps, et que cette géométrie des espaces, évidemment, renvoie à une géométrie, à une psychologie du temps chez eux. Bref, San Francisco est une femme. San Francisco est une femme, et une femme se fait ville. C'est elle qui le conduit puisqu'il ne la suit. Elle le fait tourner autour de la Coy Tower, bien sûr, 2-3 fois. Il fait prouver son excitation, ses retraits, ses hésitations, sa désorientation. Elle lui fait ni plus ni moins faire l'amour avec cette fille, si bien la donner. Et alors, bon, c'est ça la magie de Vertigo, c'est que San Francisco est devenu depuis exactement la même chose que le Cabourg de Proust. C'est-à-dire que quand on va à Cabourg, vous avez un panneau qui dit Cabourg, le Balbec de Proust. C'est-à-dire que les gens vont à Cabourg, pas pour Cabourg, ça n'a rien à voir, mais pour le Balbec de Proust. Et bien les gens vont à San Francisco, ou les gens vont à Dublin, pour Joyce. Les gens vont à San Francisco pour, bien sûr, Vertigo, parce que c'est une ville imaginaire qu'on visite, qu'on pense et qu'on éprouve, qui nous affecte moins parce qu'on en voit qu'à partir de ce qu'on a vu d'elle dans Vertigo. Cette ville a été définitivement enchantée par Alfred Hitchcock. Alors il y a un circuit touristique à San Francisco qui vous emmène dans toutes les étapes de Vertigo, que vous avez vu, bien sûr. Et il y a cette histoire formidable, et le maire de San Francisco n'a pas pour voir défiler des hordes de touristes dans la petite paroisse, là, à côté du cimetière, pour rechercher bien sûr la tombe de Carlos Bernadette. Il a enlevé cette tombe parce que probablement c'était impie, le curé, pas le maire, parce que c'était impie et blasphématoire que cette croyance de la possibilité d'un retour des morts avec Hitchcock et pas avec Dieu. Donc vraiment, ça doit être important. Alors cette première scène de séduction, c'est la façon qu'elle a de l'amener, de l'aspirer vers la terre-mère. Il y a donc d'autres films d'Hitchcock, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus violemment, ça indique un Hitchcock qui n'a pas ce charme, cette séduction. On est directement dans la terre-mère, en particulier bien sûr dans sa cour, on rentre dans le corps maternel, et vous avez toute une littérature qui fait que le héros, désenchanté, perdu, visite le centre de la Terre, c'est-à-dire le centre de la mer. Jules Verne, bien sûr, Edgar Poe, Stevenson, Tournier, Robinson sont les visiteurs de la terre-mère dans des moments de crise. Il y a même chez Miyazaki, pour les enfants, mon voisin Portebo, une très belle visite de la terre-mère par les enfants parce que la mère est malade, va mourir. Plus profondément, si on regarde les autres films de Hitchcock, on se rappelle que tous les personnages hitchcockiens ont un problème. Ils sont dans tous les autres films littéralement mus par le décor. C'est le décor, l'environnement qui les fait bouger. Ils n'ont pas d'intentionnalité propre. Ils sont paumés, innocents, ils ne savent pas ce qui leur arrive. C'est le décor qui... Et ce décor passe souvent du familier à l'étranger, devient immense, passif, persécuteur. Comme si les personnages étaient des enfants, le contenu, dans un vaste contenant, l'environnement mère, qui change totalement d'humeur, sans crier gare, et devient gigantesque et inquiétant. Il y a donc une angoisse spatiale des personnages hitchcockiens, une inquiétude à ne plus être contenue, le digne défaillant qui va annoncer la chute, ne plus être contenu dans le contenant mère. On se souvient, alors je donne un seul exemple, en particulier le cauchemar de Gregory Peck dans la maison du Dr. Edwards. Le cauchemar qui a été scénarisé par Salvatore Dali, qui a été récusé par Hitchcock et qui reste un court-métrage qui est permis d'avoir dans sa totalité. Ce court-métrage s'appelle Destino, c'est le fameux cauchemar, et qui montre un couple de skieurs, c'est-à-dire Gregory Peck et son analyste amant, Ingrid Bergman, qui s'arrête dans le rêve perplexe devant un monticule de neige, et puis la caméra recule, et nous on s'aperçoit qu'il skie sur le ventre blanc et les hanches d'une femme nue. On pense bien sûr à la géante de Baudelaire. Ce procédé, qui est ni plus ni moins que l'anamorphisme, sera repris dans de nombreuses toiles de Salvatore Dali, où le peintre joue sur la confusion entre l'espace et le corps de la femme.
Le passage à l'acte, comme dans cette scène de filature, après dans la scène dans le passage à l'acte de l'enfant dans l'espace corporel, le saut dans le vide et le groupe maternel, le lieu de l'origine, et une quête d'une trace de soi qui brutalement s'impose, en particulier au sujet au moment de la dépression du myopie, comme c'est le cas pour Jimmy Stewart. Lorsque le sujet régresse psychiquement, il ne parvient plus à associer cette régression à une expérience corporelle passée, où il pouvait habiter innocemment son corps. D'où alors ce sentiment intuitif que ce que recherche le héros Jimmy Stewart dans son symptôme, comme Proust pour les pavés inégalés de la pauvre de la basilique des Diamantès, lorsqu'il tombe, il chute et qu'il s'arrête comme ça, parce que cette position lui rappelle quelque chose qu'il avait vécu au moment de la séparation avec sa mère dans la cour des Diamantès, comme si donc ce que recherche le héros dans son symptôme, c'est dans le vertige, ce qu'on rechercherait, ce serait le suspens, l'immobilité, l'acte qui arrêterait le temps, ou que le temps arrêterait, l'instant fatal, ou l'instant extatique, où tout a commencé, où tout a fini, l'espace d'un instant, comme le dit si bien mon collègue Daniel Gaulle. Cet espace d'un instant où il y a le jaillissement vivant qui permet une configuration de présence ici et maintenant. Ce temps de crise qui arrête l'évolution du temps, quand le temps sort de ses gonds, comme dit Hamlet, et quand le temps apparaît nu dans certains moments de notre vie, il est aussi impossible à franchir le temps nu qu'indige, ce temps de crise que la psyché peut contenir se déverse dans l'espace du corps qui devient un espace imaginaire, autarcique et autoroute. Comme le souligne Maurice Blanchot, éprouver le temps comme espace et lieu vide, c'est-à-dire libre des événements qui toujours ordinairement le remplissent, ce temps pur est le lieu de la jouissance dans la fusion à l'indéfini et infini recommencement de la relation à la mère. Ainsi, le temps est rond, le présent de la crise recommençant indéfiniment le passé. Et c'est là le principe essentiel d'une technique de l'histoire qui est celle d'une fondue enchaînée, où un temps passé laisse venir à lui un temps présent, donc un fondu au noir, qui n'est pas le fondu au blanc qu'on voit chez Orson Welles. C'est-à-dire que chez Welles, il y a un problème, c'est qu'il ne se souvient pas du trauma, c'est donc le blanc qui amène le présent à un décor du passé, tandis que chez Hitchcock, c'est le trauma, le noir, qui amène l'un à rentrer dans le passé. Là, on peut observer que dans tous les films de Hitchcock, l'espace se réduit à ce qui se voit. Il y a une chose à savoir chez Hitchcock, c'est qu'il y a très peu de tournage à l'extérieur et que quasiment tout ce que vous voyez sont des décors peints. Et que donc cet espace se réduit à ce qui se voit et que le metteur en scène, le spectateur, tous les trois voyeurs complices vont voir. Le temps, chez Hitchcock, est toujours dilaté, en particulier du fait du rythme frénétique généré par le montage, qui exclut toute scène où il ne se passe rien. Et Hitchcock, la vie, c'est le drame débarrassé de ses moments d'ennui. Donc, il exclut toute scène où il ne se passe rien, tout en mort, et ce qui est à l'origine du fameux suspense haletant Hitchcockien. Dans la période anglaise, il avait recours, pour magnifier ce temps, au montage séquence qui permettait de contracter le temps dans un fondu enchaîné de plans. Avec la période américaine, qui débute avec la corde, vous avez ce tour technique, ce magnifique tour technique, où vous avez l'illusion de la continuité d'un seul plan séquence pendant tout le film. Avec Vertigo, il amène deux nouvelles techniques importantes à prendre en compte. La technique, l'économie de moyens pour donner le sens, l'esthétique, deux techniques complexes qui vont magnifier le télescopage du temps. La première technique, c'est celle que vous voyez lorsqu'il monte en haut de la tour et qu'il a le vertige, c'est l'association d'un travelling arrière et d'un zoom avant qui permet, dans le symptôme, de magnifier que ce vertige est un vertige tout le temps. Et puis l'autre technique, c'est le défilé en arrière-plan des scènes antérieures à la scène présente que vous voyez dans la scène verte où il retrouve tout neuf. Cette barrière du temps et de l'inceste, c'est ce qui explique la difficulté, presque l'impossibilité de tous les héros hitchcockiens, on l'a vu, à monter les escaliers. Mais c'est ce qui explique aussi cette barrière du temps et de l'inceste. Un autre symptôme chez Hitchcock, c'est que les héros ont beaucoup de mal à s'embrasser, ou ils s'embrassent d'une manière tout à fait particulière. Vous vous rappelez que, par exemple, Evan Harrison ont du mal à s'embrasser dans la scène du baiser le plus long de l'histoire du cinéma. La censure ne peut pas accepter ce baiser pour longtemps, donc ils ne s'embrassent pas. Ils se touchent, ils se frôlent, ils tournent autour, ils ne s'embrassent pas. Vous avez
D'autres exemples, en particulier dans Fenêtre sur cour, où Kraspelli n'arrive pas littéralement à embrasser Jimmy Stewart, si ce n'est à la fin, après qu'il ait perdu 2 jambes, ce qui est quand même extrêmement cher, temporairement. Je dis tout de suite, la suite de Fenêtre sur cour, c'est Vertigo, bien sûr, et pas par hasard, c'est le même. Et puis alors, dans Vertigo, comme quand James Stewart embrasse Queen Novak, vous avez vu que l'environnement, le décor, l'arrière-fond, le retour de refoulé, le fond maternel, ce que vous voulez, se met sacrément à bouger, en particulier l'océan Pacifique qui est derrière s'agite étonnamment. Alors, est-ce que c'est l'expression de la jouissance, est-ce que c'est la vague maternelle qui est c'est la question. Dans l'autre film, La main entre les, vous avez vu que quand enfin arrive à embrasser Kraspelli, vous avez le feu d'artifice qui saute à l'extérieur. Bref, chez Hitchcock, la jouissance ne se montre pas, ne se voit pas. En tout cas, dans ce premier film, lorsque le désir fétillé en virevoltant, dans Lady Vanisheuse, Les 39 mars, Jeune Innocent, et après, vous allez voir dans le film un viol quasi pornographique, une femme extrêmement moche, vieille, par un jeune homme. C'est bon, le fantasme meurtrier prenne place. L'angoissement revient, et bien sûr, dans Psycho, vous imaginez ce que ça fait. Alfred Hitchcock fait assurément l'amour à ses héroïnes avec les yeux et la bouche, mais au-delà de la dimension voyeuriste, si souvent auto-explorée dans ses films, de nature courte, ou dans cette dimension voyeuriste, ça c'est le MacGuffin. On pourrait s'arrêter à ça. Il y a une dimension voyeuriste chez Hitchcock, qui bien sûr nous concerne, nous qui allons au cinéma, nous, comme tous les pervers, nous serons complices de ce voyeurisme. Voyeurisme où le caractère passif du voyeur constitue une sorte d'agression détournée et cynique qui rassure le sujet sur sa puissance. Mais moi, je voudrais insister dans les films d'Hitchcock sur le regard biaisé, latéral de Hitchcock, qui nous incline à nous aussi et à ses héros, ce regard biaisé latéral à l'image de celui qu'ont les enfants sur le sexe. Je suis persuadé que ce qu'il nous montre, c'est une sexualité infantile et pas une sexualité. Cette façon qu'ont les héros hitchcockiens de regarder de pied et jamais frontalement leur héroïne, c'est pour dire que l'exploration de la sexualité par ce regard latéral, effrayé, pudibond, réanime la ruche de pensée et répond aussi bien à l'intérêt de regarder en arrière, Orphée, Vertigo, qu'à l'interdit de regarder de face son héroïne, son amante, son aimée, surtout si elle ressemble à sa mère. L'interdit de regarder en face qui nous ramène non pas à Orphée en arrière, mais bien sûr à l'Oedipe, et qui nous ramène à Psycho. Donc Scotty est en proie à la fameuse crise dépressive du milieu de vie. Il fait déjà depuis quelque temps du surplace pour éviter le vertige qui le menace, ou plutôt qui revient le menacer d'une crainte d'effondrement antérieur. Ce symptôme est le retour d'un signe signifiant qui date de son enfance. Ce vertige de l'amour est un vertige de l'enfance. Quelque chose de la scène de la poursuite sur les toits et de la mort du père a réveillé et revient sous forme de vertige. Quelque chose de plus qu'une simple angoisse de castration, une angoisse narcissique de castration, une angoisse de la perte de soi, lorsque dans la perte d'objet, dans lequel on a mis tout son investissement, on perd aussi une partie de soi-même. Si on fait l'inventaire des séquences de poursuite dans les films Hitchcock, on verrait que il y a beaucoup de scènes de poursuite sur les toits ou ailleurs dans les films Hitchcock, on verrait que ça évoque bien sûr ces scènes, la peur infantile classique d'être poursuivi et plus ou moins un secret désir d'être rattrapé. Mais il y a aussi ce désir de courir comme on court dans les rêves. Le cinéma fait ça très bien, c'est-à-dire dans les rêves, on court comme on aime, à la mesure, puisque c'est nous le scénariste. On court comme on aime, on court comme on désire, on court jusqu'à voler, c'est-à-dire qu'on s'affranchit de la pesanteur et qu'on réussit, dans cet affranchissement de la pesanteur, bien sûr, à abolir le temps. C'est-à-dire qu'on court dans les rêves, c'est la seule façon de retrouver ça, avec la rythmicité corporelle de l'enfance. On court vers l'être aimé, on lui tombe dans les bras, comme au tout premier moment de la marche. On court dans les bras du père ou vers ceux de la mère, au risque de tomber, mais en espérant bien sûr être rattrapé. Et puis, cette façon de courir dans les rêves nous rappelle cette fameuse façon singulière qu'ont les enfants de marcher et de courir,
pendant tout un temps, c'est-à-dire cette façon qu'ils ont nous embêter à vouloir tout escalader tous les obstacles, ou à marcher au bord des choses, marcher au bord des trottoirs, en s'essayant au vertige, qui nous fait très peur et qui leur a absolument nécessaire. Sophie Nijola estime que ces courses avec ces élancements en avant et ces freinages à volonté répètent les premières expériences de holding et plus précisément le jeu avec le père qui projette l'enfant ou feint de le laisser choir et le saisit dans ses bras tour à tour. Elle pense que le jeu de chute et rattrapage qui induit chez l'enfant la confiance dans sa capacité de rétablir un équilibre serait l'essence paternelle. Alors, Sophie Nijola est une femme, je pense que c'est l'essence paternelle. Je suis un homme, donc je pense que c'est l'essence maternelle. Pour nous, pour moi, si on introduit le sexuel infantile dans ce que dit Sophie, c'est très juste, la scène de poursuite sur les toits est une figuration d'une scène de couloir où l'enfant va surprendre, fantasmatiquement, la scène publique. Le vertige de Scotty n'est que la forme symptomatique, adulte, policée, civilisée, sexuée, névrotique, d'une sensation plus archaïque que l'enfance, où face à l'étrangeté de la scène primitive, il s'absente à lui-même. C'est ça, c'est lui qui est pourvoyeur de son propre vertige, comme dans toutes les cliniques addictives. C'est eux qui se vident de leur trop-plein pour sentir le vide. C'est pas un vide qui les assale, c'est un trop-plein dont ils se vident. Ce que fait magnifiquement donc Timistoura. L'adulte réagit à un retour d'une trace médique d'un trauma de l'enfance, la chute sans fin dont on puise son fond, et bon, vous voyez le générique, dans l'œil, le sein, le vagin maternel, dans l'inconscient et le désir profond maternel. Vous voyez ça dans le générique et dans le cauchemar, dans le film que vous avez vu. Le vertige d'un retour nostalgique et médusant à l'origine, avec toutes les questions. Où étais-je dans le désir et le corps de la mère? Où étais-je dans la scène primitive? Cette scène où j'étais en germe et où je n'étais pas conscient. Ce retour à l'origine et donc à la fin. Ce retour à l'infini et l'au-delà, ou à l'en-deçà. D'où le vertige, d'où la spirale qui tourne sur elle-même dans l'œil maternel. D'où la coalescence de la naissance et de la mort, comme dans le conte amoureux. Tu me tues, tu me fais du bien, tu me fais mourir, tu me fais naître à moi-même. L'infini est l'informe si caractéristique, tant de l'amour que de la mort. Et bien sûr, quand c'est la mère monde, la mère univers qui vous donne le vertige par le déséquilibre qu'elle induit en vous, autant demander à la Terre de s'arrêter de tourner pour les enfants. Cette barrière entre elle et lui, c'est celle du temps et des générations, celle de l'inceste entre une mère et son fils. C'est pas la version plus poétique et très belle de H.G. Wells dans La machine à explorer le temps. Il y a ce très beau moment littéraire où, grâce à la machine à explorer le temps, le sujet adulte reste adulte, il revient dans le temps, il retrouve sa mère avant qu'elle ne rencontre son père, dans le désir qu'elle a d'avoir un enfant. Et ça, c'est trop beau pour Hitchcock, c'est pas assez violent. Hitchcock, lui, n'est pas Wells, il doit inventer autre chose pour pouvoir retrouver, sans danger, la mère. Alors il a cette idée géniale, ce tour de force, d'offrir, qui n'en a pas rêvé, comme seul Dieu ou peut-être un psychanalyste dans un délire de fausse reconnaissance accepté dans le transfert, peut l'offrir cette occasion unique de se refaire la scène, de refaire une seconde prise, de retrouver l'instant fatal. C'est ça la magie de Foucault, comme peut-être on a dit de temps en temps dans le transfert. Notre analyste je remercie le mien, puisque je pense à lui, nous permet de revivre un moment dans le transfert, je crois, en illusion, revivre ce moment, retourner à cette scène, à cet instant fatal, où quelque chose s'est joué, tout ça, une illusion bien sûr, pour essayer de retrouver d'où on vient et ce qu'on a pu faire, où on faire, quel chemin on a pris, quel chemin on a fait. Madeleine ne revient d'entre les morts que littéralement poussée par l'imagination teigneuse de ce petit garçon qui veut la ressusciter, pour qu'elle lui refasse la scène, comme un enfant qui demande qu'on lui raconte un livre d'histoire en voulant que rien ne change et que tout change en même temps, ou comme le pervers, dans le film de Buñuel, Belle de jour, le pervers qui demande à la prostituée de respecter à la lettre son désir sacré, pervers, son scénario de mutilation. Alors, pour Scotty, la course du désir revient, il sort de la dépression mélancolique. L'enchantement revient, comme parfois en alchimie, un réenchantement, parfois un désenchantement. Face à la perte, à la disparition, à la mort, il invente le surnaturel. C'est là le ressort du fantastique
positif que d'annuler l'angoisse en devenant plus forte que la mort, et de créer de toutes pièces un nouvel amour, utile comme ici, les croquants. De nos passants, dans fort comme la mort, l'idée est simple, c'est que la femme est morte, née avec une fille, une jeune fille en fleurs qui, à l'adolescence, à force de pousser, lui rappelle étrangement sa mère, etc. Comme aussi dans Peter Ibbetson, pour ceux qui ont vu ce film, dans Henri Alcaillé, où le héros est séparé de sa femme morte, mais qu'il la retrouve en rêve. Le héros rêve vrai. Ce rêver vrai du surnaturel, cette folie privée, contient le trou noir que l'absence du mort a créé, et dans lequel, ce trou noir de la mélancolie, la lumière de l'imagination ne peut pas pénétrer sans risquer de s'y laisser piéger, de ne délivrer aucune information sur ce trou et de ce qu'il renferme. Il y a bien un trou dans Vertigo, comme il y en a un dans Psycho. Ce trou, il est provoqué par la mort de l'héroïne principale, la mort de la vedette féminine, pour l'idée du film. Vous avez vu, vous savez que c'est un élément central de Psycho, c'est qu'il engage une star, et il a tout le tout, même chose dans Vertigo, c'est qu'il le fait renaître. C'est cette absence qui est le véritable moteur de l'esprit et non l'enquête policière. C'est cette absence in suspenso, pour Vertigo, qui fait le suspense du film et donne le vertige, puisqu'il va falloir renouer le fil d'une histoire avec cette absence antérieure, réparer le trou d'un ancien amour avec le fil d'un livre. Alors si on se concentre un peu sur cette scène du retour, vous la voyez revenir dans la chambre d'hôtel de l'Empire payée par les lumières vertes, si on revient à cette scène clé du film, où pendant le baiser des deux amants enfin retrouvés, vous avez des changements de décor, les décors du passé qui défilent en arrière-plan, ce rêve animé, le temps chevauche l'espace et réalisé grâce à un procédé cinématographique dit de transparence qui consiste à faire un arrière-plan des paysages alors que les acteurs restent immobiles sur le plateau du studio. Pour la petite histoire, je vous dis ce que Kim Novak raconte de ce qui s'est passé dans cette scène-là. En fait, on était juché sur une plateforme instable et qui nous faisait tanguer au risque de la chute. Vous avez placé une plateforme tournante sur le mouvement circulaire. En marchant, je devais poser mes pieds exactement au bon endroit et Jimmy devait rester à l'autre pour que l'équilibre soit préservé. Jimmy et moi, nous étions pris comme de vertige. J'avais envie de vomir. Les murs bougeaient. Nous en avions des nausées. Nous nous accrochions l'un à l'autre pour ne pas tomber. C'est la cuisine pour montrer la police. Le fond derrière est bien sûr le retour du retrouvé, recueilli par le temps inconscient et qui fait retour, ça c'est très important pour moi, qui fait retour dans la réminiscence comme dans le rêve, c'est pas le drame, mais les lieux du monde, avec les objets fétichisés sentinelles, le musée, la berge, le cimetière, l'église. Dans le drame de l'absence, rien n'aura eu lieu que le lieu, ça c'est maintenant. Et on notera à cet égard l'importance de la lumière verte dans cette scène, au moins de retour de Kim-Novak, on notera avec une phrase qui dit tout. Au théâtre, je me souviens de la lumière verte quand il était petit. Au théâtre, je me souviens de la lumière verte, celle qu'on réservait à l'apparition des traits et ou des fantômes. Et des morts, puisque Truffaut, qui s'inspirait de Vertigo, faire la chambre verte, et revenir, lui, de mort avec cette même lumière. On note alors dans cette scène, vous l'avez vu, que Kim Novak avance d'une étrange manière avec Jimmy Stewart. Il y avait déjà quelque chose, vous l'avez pas vu là, de ça, de cette façon d'avancer au ralenti lors de la première rencontre de Scotty et Madeleine au restaurant. Elle s'avance vers lui comme au ralenti, nimbée dans un brouillard de cinémascope en technicolor. On peut presque y sentir la pulsation du temps, entre le pouls de cet amour ancien. C'est dans cette scène que lui, le spécialiste des faux pas, va tomber amoureux quand il la voit s'avancer sur lui, vers lui, dans une douleur ouatée du peloton, glissant sur les choses en les imprégnant d'un supplément d'âme soignant évoqué. La recherche, l'évitement du regard entre les deux personnages modifie le mouvement des yeux dans le générique. Ça c'est très important, cette scène a été tournée 3 fois, parce que celui qui a... C'est pas Hitchcock qui tournait, Hitchcock avait plus dans sa tête, il s'asseyait, il n'était jamais l'œil dans la caméra, c'était son chef opérateur, il ne voyait jamais les rushs, et de temps en temps il avait le sentiment qu'on avait mal fait des choses comme ça, un peu magiquement, et cette scène-là il a fait retourner parce que son chef opérateur a fait l'erreur majeure de faire se croiser le regard de Madeleine Scotty dans la scène du restaurant, et évidemment, comme un générique, il ne faut pas que ces regards se croisent, sinon on n'est plus dans Orphée, on est dans les... On n'est plus dans Vertigo, on est dans ça. Fondamentalement, cette
façon singulière de filmer tente de tirer le temps au dehors du temps, de le sortir de son devenir inexorable, de le fixer le temps par un arrêt sur l'image. C'est pour ça que j'aime bien l'erreur qu'on a faite, puisqu'on a fait le bœuf de Hitchcock. Oui, on a fait le bœuf de Hitchcock, c'est-à-dire que l'image s'est arrêtée, et que pourquoi cette image s'arrête? C'est parce qu'à ce moment-là, Hitchcock prend, sans crier gare, et en nous forçant à l'identification, le point de vue du personnage. On n'est plus dans notre point de vue, mais dans le point de vue du personnage, qui dans sa régression dépressive, liée à la perte de l'objet, à la perte des éprouvés rythmiques, corporelles et affectives, et des repères identificatoires, il met comme un coup d'arrêt à sa maturation. Il veut lui faire retrouver la première image, la dernière image dont ses yeux ont été captivés. Nous sommes tous prisonniers d'une seule image, qui pèse le poids de son silence, l'image de notre chute. Nous sommes tous tombés un jour dans cette planète inconnue, qui est Saint-Exupéry. La chute est bien celle de la première séparation avec le corps. Il ne va trop bien entre les morts dans un ralenti, comme dans un rêve, c'est-à-dire dans un vertige contrôlé. Si elle vient au ralenti, il pourra alors, même s'il est vertigineux, la saisir dans l'espace de l'inconscience, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace d'un instant. Alfred Hitchcock a la fascination pour l'image fixe, sans dialogue, autre que colorée et musicale, où il peut saisir son personnage avec ses yeux, le temps d'une prise, ses yeux qui sont moins pervers que nostalgiques. On pense à Freud quand il évoque le retour du passé dans le rêve, ou dans la réminiscence, comme un moment, le retour du passé dans le rêve, pour Freud, est un moment de fascination, où la vérité est indubitable, et où il dit que cette image de retour du passé dans le rêve, ou dans la réminiscence, ou même lors d'une interprétation d'analyse, ce retour du passé a la certitude glissante d'une image proche comme elle et comme elle inaccessible. Je vais essayer de couper deux, trois choses. Deux, trois choses pour vous dire qu'il y a cette façon particulière dont le personnage de se voir guider latéralement pour éviter le but, pour rester échéancé, ne pas se retenir, ne pas voir accompagner, au risque de laisser repartir sa montagne. Tout travail d'approche vers l'objet reste prudent. Pendant tout le film, il l'épile, il la file, il la reconnaît. Il ne veut pas la rencontrer de face, il ne veut faire d'une certaine manière que ça, comme l'enfant qui épice sa mère dans son bain, Psycho, quand elle sort, c'est la scène inaugurale de l'Amérique. C'est le baiser de la scène qui lève l'amnésie infantile. C'est bien la même femme, Madeleine, qui dit, c'est bien la mère, le sujet prend alors conscience de ses désirs, ses conflits retrouvés. La femme de sa vie, la mère des souvenirs, va être la femme de sa mort, la mère des absences. L'inceste, c'est alors le meurtre du temps. Et tout le film vient poser la question essentielle de toute cette vie bonheur, comment franchir la barrière du temps sans trop de danger, ce qui rejoint un autre niveau mythologique, le désir prométhéen d'échapper, le rêve de perfection dans un acte qui transforme le temps. La réponse qu'a donnée Hitchcock à cette question, c'est bien sûr le rêve, le cinéma. Je passe sur une chose qui est assez importante. Vous avez vu la scène du musée, lorsqu'il est là, il défie au musée, pour voir ce qu'elle fait à regarder le portrait de son aïeul qu'il possède. Et moi, je crois que quand on voit une histoire dans cette scène, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'angoisse de son visage transcende celle d'un vulgaire petit type qui écrivait la scène primitive, qui se demandait ce que veut la femme. L'angoisse que Jimmy Stewart marque sur son visage, avec son talent, est proprement négative. Elle n'est pas simplement la question du désir sexuel de la femme, qu'est-ce que veut la femme, elle est la question pour l'enfant du statut de porteuse d'éternité de la femme. Pourquoi? Parce que il s'interroge non pas sur elle, mais il s'interroge uniquement sur lui, et il est prêt à chanceler. On sent que pour cet homme sensible au vertige, il y aurait un soulagement qui sacrifice. Parce que ce qu'il regarde, c'est une ancêtre qui a perdu sa fille et qu'il comprend alors, en s'identifiant, lui, le déprimé, à l'objet dépressif de cette femme,
l'objet de toutes les attentions de cette femme, il comprend alors qu'il est lui-même un enfant qui a perdu sa mère. L'histoire de Novak, c'est possédé par une guerre qui a perdu sa fille, et le fait que 8 jours après, cette femme rappelle de sa mère, fait que c'est une rencontre de deux vertigineux du temps, dans des histoires différentes, qui finissent par s'identifier à l'objet du désir de l'autre. L'état perdu par l'autre, la mort, il devient cet enfant perdu. Il s'identifie à cet autre de l'amour interne. Dès lors, son symptôme sur le vertige, c'est pas de tomber en avant, mais identifie que jamais il va pouvoir tomber en avant, il tombe toujours en arrière. C'est pas de tomber en avant, c'est pas de tomber dans le mariage, dans la fraternité, mais bien de tomber comme elle en arrière, dans le vide qu'il a engendré, le goût, la vie, la dépression maternelle, le sexe, le deuil de la mère confondue, l'intention maternelle agissante. Je passe, parce que le temps est parti court, et je vais vous dire rapidement une chose, qui est que je crois que l'ensemble du film est dicté par Julien. Dans le générique, vous avez une femme qui n'est pas créditée au générique. C'est une femme qui ne joue pas dans le film, une actrice inconnue qui a été choisie pour dire son aspect anonyme et universel. Cette femme, vous voyez, c'est elle qui absorbe littéralement le nom de Dimitri par la bouche, le nom de Guy Novak par les yeux, le nom de Patiscope par les yeux, et qui fait ressortir Vertigo après les spirales et les minutes. C'est cette dimension de spirale du temps qui va dicter l'ensemble. Cette première femme du film est rapprochée bien sûr à la dernière femme du film, qui n'est pas du tout dans le roman de Boileau-Narcejac, c'est-à-dire ce qui fait mourir Novak, c'est l'apparition de la mère supérieure qui sort comme le spectre de Macbeth ultra, qui effraie Novak, et là sur un temps, et elle a insisté sur une autre chose, c'est elle qui a dit qu'il fallait qu'il y ait la musique. Je crois qu'il n'y ait pas de musique. Il voulait que ce soit une scène blanche. Donc il a mis un peu de musique, la musique de Hermann, et puis elle a insisté sur une chose, c'est la dernière scène, vous avez quand vous dites que c'est quelque chose d'un image qui rapproche l'autre, vous avez le pommeau de la douche, vous avez l'œil de la femme, vous avez la pompe des toilettes, vous avez l'œil de la femme. C'est ça qui fait avancer le livre. Bon, elle a voulu une seule chose, elle a voulu que Janet Leigh, lorsqu'elle tombe par terre, elle regarde la caméra et qu'elle fasse un clin d'œil. Et la porte allemand à la fin du sac de la douche, comme une façon de contrôler les excitations personnelles lorsqu'on voit elle traîne, pour l'accompagner dans la magnificence, la sublimation de l'histoire. Donc elle a un rôle important. Il y a une phrase de François Truffaut lorsqu'on a rendu hommage à Hitchcock. Il a dit que quand il les avait vus, là, quelque temps avant leur mort, il avait le sentiment que l'un était à l'intérieur de l'autre, comme la mère dans les libertifs, dans les libertifs. Je veux dire que les réveils, ces deux-là sont vraiment complices, sans choix du terme. Alors, vous avez cette première femme générique qui dit tout, vous avez cette mère à la fin qui provoque la mort, qui sanctionne l'inceste, cette arrière-mère qui ne pas. Et puis, vous ne pouvez pas ne pas mettre ça donc, en regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était la présence omniprésente. L'omniprésence de la mère de la Patiscope dans la façon qu'il avait d'avoir à rapporter ses gestes et dans la constitution de sa névrose, c'est quelque chose de plus grave. La caméra chez Hitchcock, c'est l'œil de la mer. Je n'ai pas le temps, mais la caméra chez Hitchcock, c'est aussi la voix de la mer. On pourrait développer la même idée avec l'ensemble des cantatrices chez Hitchcock, qui sont en permanence présentes. Dans tous les secours, vous avez la voix acousmatique, une voix qu'on ne peut pas désigner, d'une cantatrice qui dicte les sollicitations érotiques de Brasserie. Vous avez la cantatrice dans L'homme qui en savait trop, qui chante, qui ramène l'enfant jusqu'à elle. Vous avez bien sûr la plus grande cantatrice, c'est Psycho, c'est la mère qui possède l'enfant et qui parle à sa place. Donc là, il y a la voix. Chez Hitchcock, la mère qui est là en arrière-plan. Et je conclurai en disant que ce que m'a appris Hitchcock, c'est que. Enfin, oui, une chose. Il y a une dernière scène, cette scène finale qui arrête net le film. Hein, ça ne se voit jamais. La scène finale arrête net le film, il n'y a pas de. En fait, bien sûr, ce n'est pas la scène finale, il y a une autre scène finale.
qui a été imposé Hitchcock par la censure, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas moral dans ce film, c'est que le méchant, le mari de Madeleine, n'est pas puni. Donc on lui dit refait une scène où le mari est puni, donc il refait une scène. Et dans cette scène, vous voyez Jimmy Stewart retourner assez pâteau, assez maladif quant à sa destinée, avec Mitch, cette femme militaire avec qui il a fini par se marier, alors qu'elle n'est pas de son genre, si je puis dire. Donc il est là, il n'est pas bien, il regarde par la fenêtre, on annonce à la radio qu'on a arrêté le mari. Et bon, cette façon qu'a Jimmy Stewart de voir par la fenêtre, voir par la fenêtre de son âme, rêver bien sûr à Madeleine, me semble être peut-être, c'est mon imagination, le rêve de quelqu'un qui rêve à nouveau que pour arrêter la chute de sa bien-aimée, il faille à nouveau arrêter l'horloge du temps. L'amour chez Hitchcock est une cérémonie anthologisante, où la vie chez Hitchcock est une succession de flashbacks et de conduits enchaînés. Merci de votre attention.